Alors bonjour à tous, merci Eric pour l'introduction. Ça fait un an, pour me présenter, donc je suis Dr Loursac, ça fait un an que j'ai rejoint le groupe Senti et comme Eric l'a souligné, j'ai eu la chance de jouer au loup pendant 10 ans et donc du coup malheureusement d'avoir expérimenté cette pathologie. Donc même quand on plaque pas trop, on peut arriver à se faire quelques commotions cérébrales. Si on reprend la définition de la commotion cérébrale et notamment l'étymologie, ça vient de commotionis, c'est secousse, agitation de l'âme et des émotions, et on voit que finalement c'est quelque chose qui colle bien à cette pathologie puisque ça touche vraiment à l'intime du fonctionnement du cerveau. Si on prend la définition actuelle, donc, qui est définie par la conférence de consensus de Berlin, c'est un dysfonctionnement soudain et cliniquement transitoire des fonctions cérébrales, et avec les 4 critères suivants, c'est-à-dire que c'est un traumatisme direct ou indirect, qui est appliqué avec une force transmise à la tête, une présentation rapide ou retardée des symptômes, généralement avec une résolution spontanée, une neuroimagerie standard, et avec ou sans perte de conscience, on verra par la suite, mais il n'y a que 10% des commotions qui entraînent une perte de connaissance. Donc il faut, déjà ça c'est un premier truc à bien retenir, parce que classiquement le joueur ou le patient dit c'est pas une commotion parce que j'ai pas perdu connaissance. On passe à côté de 90% si on considère ça comme vrai. En pratique, voilà ce que ça donne. Donc là ça va être un traumatisme direct. Voilà. Donc on voit, donc là il n'y a pas de doute, il y a une perte de connaissance, il y a une hypertonie des membres supérieurs qu'on voit bien. Donc là on voit l'épaule au visage et on voit ça, il n'y a pas de doute sur la commotion. Donc ça c'était un traumatisme direct. Là sur le traumatisme indirect, je sais pas si, sur le traumatisme indirect, donc là vous allez voir c'est une force qui va être appliquée finalement pas sur la tête mais au corps entier, voilà ici. Donc c'est toujours assez impressionnant, vous allez voir au ralenti. Donc là, il y a un effet de torsion et de rotation, c'est le whiplash, c'est le coup du lapin. Et donc là, il n'y a pas de traumatisme direct, c'est un traumatisme indirect. Par contre, très clairement, il y a de fortes chances que cela induit une commotion cérébrale. Alors je suis content qu'Eric, tu sois là, je ne sais pas s'il est là, mais vous savez que les commotions cérébrales, en fonction des sports, peuvent être un tout petit peu particulières, un tout petit peu différentes. Là, par exemple, c'est un exemple dans le foot. Vous voyez que l'énergie cinétique qui va être apportée par le ballon entraîne directement, par onde de choc, entraîne une commotion cérébrale. Donc vous allez voir au ralenti, les images sont assez parlantes. Et donc c'est pour ça, selon si on est médecin au foot ou au rugby, il ne faut pas avoir la même piste. Plus sérieusement, donc si on fait un tout petit peu d'épidémiologie, c'est une pathologie, comme l'a dit Eric, qui est sous-diagnostiquée, parce que ça fait que finalement peu d'années qu'on parle de ça. Je ne sais pas si vous êtes amusé à parler de commotion à des patients qui ne sont pas du tout dans le sport. Des fois, ils nous regardent avec des grands yeux. Aux États-Unis, c'est à peu près, entre les dernières données, et encore elles datent de 4-5 ans, c'est 2 à 4 millions de commotions par an. En France, c'est un peu compliqué d'avoir les chiffres. Ça touche tous les sports. Forcément, je vais faire un petit focus sur le rugby, mais au rugby, c'est environ 15 commotions pour 1000 heures de jeu. Donc pour que ça vous parle, c'est-à-dire que quand vous regardez un match de rugby, vous avez en gros 0,6 commotions par match. Donc si vous en regardez 2, logiquement, vous verrez une commotion. C'est la première blessure en fréquence. Elle survient principalement en match parce que l'engagement est le plus important. Et sur le sport féminin, on sait que les joueuses, de tous sports confondus, mais le public féminin est plus à risque de commotion. Pour moi, c'est important, c'est que c'est aussi un sujet qui est très médiatisé, où on fait très vite les unes des journaux sportifs, voire même dans des journaux plus généralistes, mais on voit que les titres sont souvent assez accrocheurs. Ça fait énormément peur à tout le monde. Nous, on est aussi dans une zone complètement grise, c'est-à-dire qu'on n'a pas énormément de recul finalement. Et c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose qui peut influencer le sportif quand il est soumis à une commotion. L'autre aspect, c'est ces complications des commotions cérébrales. On peut les regrouper sous 3 formes. Celle à court terme. Donc à court terme, c'est bien sûr celui qu'on redoute le plus, mais qui est heureusement le rarissime. Mais c'est le syndrome du second impact, c'est-à-dire que le cerveau n'a pas été cicatrisé et il reprend un deuxième impact. Quand un cerveau a une commotion, il y a des troubles ioniques qui apparaissent
au niveau des neurones. Il y a le système nerveux autonome qui est perturbé, et en cas de deuxième choc, potentiellement il peut y avoir un dérèglement complet du flux sanguin et conduire à un œdème cérébral. Ça a été décrit il y a une cinquantaine d'années, c'est extrêmement rare. Ça a été décrit chez les populations jeunes, a priori en dessous de 20 ans. Et le délai entre reprendre un coup et de ne pas se remettre en danger, il est difficilement évaluable. Mais dans les cas décrits, c'était plutôt moins de 7 à 10 jours. Ça, c'est juste un petit exemple, mais malheureusement, ça arrive. Et voilà, ça, c'est un joueur néo-zélandais qui est décédé suite à une deuxième commotion, très certainement sur un cerveau qui n'avait pas cicatrisé. Après, à moyen terme, c'est le syndrome post-commotionnel. Donc, dans l'immense majorité des cas, 80-85%, les commotions, elles rentrent dans l'ordre dans les 1 à 2 semaines. Malgré tout, ça fait que 15% ne guérissent pas d'elles-mêmes, et on peut rentrer dans un syndrome post-commotionnel. Donc, c'est quoi le syndrome post-commotionnel? C'est justement un cerveau qui a du mal à intégrer toutes les données qu'il intègre normalement quand il n'a pas été traumatisé. Donc, ça peut se traduire par des céphalées, des vertiges, de la fatigue, des troubles cognitifs, des troubles de mémoire, une phonophotophobie, etc. Ce qu'il y a de compliqué aussi, c'est que quand ces symptômes perdurent, il peut y avoir aussi d'autres pathologies qui peuvent être intriquées. Ça peut conduire à des dépressions. Il peut y avoir un état de choc post-traumatique, notamment quand la commotion arrive, par exemple, sur un jeu déloyal ou sur une agression. Voilà, il peut y avoir plusieurs choses. Donc c'est pour ça, parfois, c'est assez dur de faire la part des choses. Et les complications à long terme, c'est les maladies neurodégénératives, avec notamment l'encéphalopathie traumatique chronique, qui a été décrite au début du siècle dernier chez les boxeurs. Donc c'est pour ça qu'elle a été appelée la démence pugiliste. Elle a été aussi décrite, et ça c'est vrai, chez les nains qui participaient dans les bars au lancer de nains. Et c'est véridique, c'est les premiers papiers qui sont sortis. Je ne vous les ai pas mis là, mais il n'y a pas de blague derrière ça. C'est quand j'ai recherché. Je me suis dit que j'avais passé pour un con si je vous mettais ça. Mais effectivement, c'est les premiers à avoir, avec les boxeurs, à avoir été atteints de cette pathologie. Donc finalement, c'est une démence précoce avec plusieurs stades. Vous avez pu voir des fois dans la presse un peu sportive, certains sportifs, justement, notamment aux États-Unis avec le football américain, qui ont des accès de violence et qui vont jusqu'à se suicider. Il y a eu pas mal de cas de footballeurs américains qui sont suicidés en se tirant une balle dans le cœur pour justement laisser le cerveau intègre pour l'autopsie, et pour prouver que voilà, c'était en lien avec cette encéphalopathie post-traumatique. On sait aussi que les traumatismes répétés, ça augmente le risque de maladies neurodégénératives, Alzheimer et Parkinson. En pratique sur le terrain, donc là c'est vraiment pour que, parce que souvent les kinés finalement, ou même les médecins, on peut être en premier sur le terrain, et donc je pense que c'est important qu'on ait un rappel bien clair des choses qui affirment une commotion et là où il n'y a pas de doute. Donc c'est la perte de connaissance, mais je vous ai dit c'est que 10%. Donc perte de connaissance, c'est une évidence. L'ataxie, c'est que quand on se relève, que le joueur, vous voyez, se relève d'un regroupement ou en perdant l'équilibre, en essayant de se rattraper. Quand il est clairement hébété, sonné, confus, qu'il y a une désorientation temporospatiale. L'amnésie aussi, l'amnésie antérograde ou rétrograde. Le joueur qui ne sait pas pourquoi il est là, il ne sait pas ce qui s'est passé, ou celui qui a du mal à imprimer. Forcément convulsions ou crise tonique. Bon, logiquement, quand il y a ça, on ne se pose pas la question de remettre le joueur sur le terrain, ou aussi des signes oculomoteurs. Tout ça, ça doit forcément conduire à une seule chose, c'est la sortie immédiate du terrain pour bien évidemment éviter le syndrome du second impact. Et même, bien sûr, lui, c'est celui qui nous inquiète le plus. Et puis même sur la récupération, même s'il n'y a pas de syndrome du second impact, on sait que retraumatiser un cerveau qui a été une première fois traumatisé, ça accentue les délais de récupération du syndrome post-commotionnel. Ensuite, c'est important d'éduquer les patients, parce que maintenant, dans le rugby, effectivement, tu l'as dit, Eric, nous, ça fait l'instauration du protocole commotion, c'est 2012. Donc ça fait quand même 10 ans qu'on parle de ça, très largement. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de sports où il n'y a pas cette information-là. Et les patients, pas forcément très sportifs,
ben, il faut leur expliquer ce que c'est. Donc, quand il y a une commotion, bien sûr, il y a surveillance, pas de consommation d'alcool, pas de conduite, un repos sportif et cognitif dans les premiers jours et une consultation obligatoire. Bien sûr, sur le terrain, là encore, mais ce qui doit conduire absolument à une évaluation par scanner, c'est tout ce que je mets là, et c'est pas, bien sûr pas exhaustif, mais voilà, quand on a ça, c'est vraiment les drapeaux rouges. Au cabinet, comment on les prend en charge? C'est important d'avoir un interrogatoire le plus fiable possible. Donc, pour interroger quelqu'un qui a été commotionné, le mieux c'est d'avoir des témoins. Donc, si possible, lui demander de venir avec soit un joueur avec qui il jouait, soit ses parents s'ils ont pu être témoins. Ça nous permet de vraiment savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un passage aux urgences? Bien penser à examiner le rachis cervical et surtout l'évolution des symptômes. Souvent on le voit dans les meilleurs des cas à 48 heures, mais souvent un peu plus tard. C'est important de savoir si, voilà, en termes de sommeil, si le sommeil a été perturbé, s'il est inquiet, voilà, essayer de vraiment faire une vraie enquête presque policière. Et l'examen clinique, on se sert beaucoup du SCAT-5, qui est justement ça que beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent. Donc là, on voit sur le côté, c'est la liste des 22 symptômes qui peuvent avoir. Donc, vous voyez, maux de tête, pression dans le crâne, etc. On leur demande de côté de 0 à 6. 0, ils n'ont pas le symptôme. 6, c'est intensité maximale. Ça nous donne un score sur 22, donc 5 symptômes sur 22, par exemple, et un score sur 132. Ce score, il est important puisque c'est le seul qui a été corrélé à la durée du syndrome post-commotionnel. Donc, un joueur qui va avoir un score assez faible sur 132, on peut espérer que finalement ce soit une petite commotion, même si on n'aime pas trop ce terme, parce que des fois, derrière des symptômes assez abaissés, ça peut quand même perdurer, mais en tout cas, ça nous inquiète peut-être un peu moins que quand les symptômes sont très élevés. Ça va nous permettre de confirmer la commotion, même si logiquement, à l'interrogatoire, on n'a quasiment pas de doute. Mais ça nous permet surtout d'avoir un bilan de suivi au fur et à mesure quand on va voir le patient dans sa rééducation. Et ensuite, il y a un petit examen cognitif de mémoire. Ça, c'est des examens qu'on fait passer à tous nos joueurs, tous les joueurs de rugby en début de saison, pour avoir finalement une baseline. Le cerveau d'un pilier fonctionne pas forcément de la même façon qu'un cerveau d'un arrière. Je n'ai pas dit dans quel sens, mais il peut y avoir des différences de base. Et donc c'est important de savoir, est-ce que c'est juste que finalement sur ces tâches-là, son cerveau n'est pas forcément très, très performant, ou est-ce qu'il y a une diminution? Donc c'est important d'avoir une baseline, et ça c'est ce qu'on a la chance de pouvoir réaliser chez les rugbyman qui sont en centre de formation, chez les professionnels, etc. Chez le patient tout venant ou le sportif un peu plus du dimanche, il n'a pas cette baseline. Donc maintenant, au cabinet, on a confirmé le diagnostic avec l'évaluation de la gravité. On a éliminé tous les drapeaux rouges. Maintenant, quelle prise en charge proposer? C'était pas facile en 20 minutes d'explorer tous les champs, tellement la prise en charge de la commotion est complexe, et surtout, il n'y a pas d'arbre décisionnel bien clair. En tout cas, il y a des grandes lignes qui sont communes à tout le monde. Le repos, ça a été le premier truc qui a été mis en place, c'est-à-dire de se dire, un cerveau commotionné, il faut absolument le mettre au repos. Donc ça pouvait aller, tu fais une semaine sans rien, tu t'enfermes dans ta chambre, tu fais absolument rien. Ça maintenant on sait, il y a énormément de papiers qui sont sortis, on sait que ça c'est des bêtises. Il ne faut pas enfermer vos patients, il ne faut pas leur dire d'avoir aucune stimulation. Il faut, les 24 premières heures, effectivement calmer et baisser ses limitations, mais très vite il va falloir remettre une toute petite activité, même si elle est mineure, mais c'est un peu, je fais le parallèle avec un muscle, mais un muscle lésé, quand vous avez une déchirure musculaire, vous ne dites pas à votre patient, tu fais rien pendant 3 semaines. Vous allez le prendre en charge rapidement après avoir laissé une petite partie de repos. Le cerveau, c'est exactement pareil, sauf que bien sûr, il va falloir calibrer ça, et c'est pour ça qu'on a ces aides, et c'est les reprises par palier, avec à chaque fois, pour passer d'un palier à l'autre, il faut qu'il n'y ait pas de symptômes, pas de majoration en tout cas de symptômes. Et on peut passer d'un palier au suivant. Au début, très clairement, quand on a une commotion, par exemple un joueur commotionné le samedi, le dimanche, on fait le point avec lui pour vraiment qu'il reste au repos, qu'il n'ait pas de sollicitation de télé, des écrans. S'il a des gamins, faut essayer de faire attention, vraiment essayer de le préserver. À partir du lundi, mardi, en fonction de son état, soit il est revenu quasiment nickel et on applique ce palier.
soit il est encore symptomatique. Quand il est encore symptomatique, on lui demande par exemple d'aller sortir 10 minutes, un quart d'heure, d'aller marcher dans un parc ou dans un endroit assez calme, d'éviter les supermarchés, d'éviter des endroits où finalement le cerveau va avoir beaucoup d'informations à traiter. Mais c'est important de repartir sur une toute petite demande, qu'elle soit physique et cognitive. On voit que c'est pareil, des patients qui travaillent, il ne faut pas hésiter à faire des arrêts de travail. C'est quelque chose qu'ils ont encore du mal à intégrer, les patients, pas forcément sportifs, mais souvent ils passent aux urgences finalement, ils ont eu un scanner, on leur dit, bah, tiens, si tu vomis pas, s'il n'y a pas de troubles neuro majeurs, il n'y a pas de souci. Et donc eux, ils rentrent chez eux, ils ont un scanner qui est normal, ils n'ont pas saigné, et donc ils ne comprennent pas que dans les jours qui suivent, ils ne soient pas bien. Et en fait, si, ils ne sont pas bien parce qu'ils ont été commotionnés. Mais ça, il y a encore beaucoup d'éducation à avoir, donc c'est pour ça que c'est important d'être vigilant sur l'éducation des patients. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces syndromes post-commotionnels qui persistent? Donc là, il n'y a plus de grandes lignes. C'est-à-dire que les grandes lignes, actuellement, ce que les sociétés savantes préconisent, c'est cette reprise par palier. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces patients qui butent à ces paliers et qui n'y arrivent pas? Et c'est là où la prise en charge de la commotion, pour nous, elle est clairement multidisciplinaire. Il ne faut pas hésiter à faire appel à d'autres spécialistes. On sait que, par exemple, on travaille, je vous en parlerai un peu après, avec un orthoptiste spécialisé en neurovision. On sait que 80% des informations qui arrivent au cerveau, elles sont traitées par les yeux. On sait qu'après les commotions, les muscles oculomoteurs peuvent être perturbés. Et donc, du coup, finalement, l'information que le cerveau va recevoir va être perturbée. Donc, tant que ce déficit reste, ben c'est normal que derrière, ça fasse des maux de tête, qu'ils aient du mal à se concentrer. On sait, par exemple, on a publié le premier cas de déficit chronique antéhypophysaire post-traumatique chez un joueur de rugby. C'est des déficits, ça, qui arrivent fréquemment, finalement, quand on fait la littérature. Chez les boxeurs, il y a plus de 40% des boxeurs retraités qui sont atteints au moins sur une lignée antéhypophysaire. Donc, il peut y avoir appel à un endocrino quand il y a des choses comme ça. La rééducation vestibulaire, on sait qu'aussi le vestibule peut être touché. Donc forcément, quand le patient se déplace dans l'espace, si le vestibule ne renvoie pas une bonne information au cerveau, il n'arrive plus à le traiter et donc ça crée des vertiges, etc. On sait par exemple qu'il y a une augmentation de 40 à 60% du risque de rupture du ligament croisé et d'atteinte ligamentaire après les commotions. C'est-à-dire qu'un sportif commotionné, souvent, très certainement, on le remettait sur le terrain trop tôt, pas complètement remis de cette commotion, et il se pétait un croisé. Et on ne comprenait pas. Pourtant, il n'avait pas de symptômes, etc. Très certainement, les hypothèses, c'est que son système oculo-vestibulaire avait été perturbé, et c'est très certainement ce qui peut entraîner à ça. Psychologue aussi, parce que quand vous avez à traiter des patients qui sont, je vous ai dit, ça touche à l'intime, c'est-à-dire que le patient, il rentre chez lui, il n'arrive plus à supporter ses gamins, plus supporter le bruit. J'ai pas dit sa femme. Il a du mal à gérer finalement ce qu'on gère toute la journée, regarder la télé, etc. Ça, il n'y arrive pas. Et donc, il peut y avoir un vrai repli sur lui. En plus, les médecins, on n'a pas de délai. En croisé, finalement, c'est toujours chiant, mais on rentre dans un protocole, c'est tellement bien tracé qu'on sait où on va. Une commotion, c'est toujours un peu compliqué. Donc je pense que c'est important qu'il y ait à un moment donné un appui psychologique là-dessus. Diététicien, on travaille aussi pas mal là-dessus. On sait que le cerveau a besoin d'oméga 3. Il est en crise énergétique après une commotion, c'est-à-dire qu'il a besoin d'ATP finalement pour guérir. Et donc du coup, on les supplémente en créatine, en oméga 3, et ça c'est aussi quelque chose qui se développe de plus en plus. Et donc voilà le type un peu de rééducation qui peuvent être mis en place. Donc ça c'est au centre Santi, c'est Romain Bordas qui nous a rejoint, qui est passé qui est de Clermont, qui est passé en Suisse et qui bossait aux États-Unis sur la rééducation post-commotion. Alors là, il faut imaginer le test, là, vous voyez, donc c'est un écran 3D. Donc vous voyez, il a le joueur a ses lunettes, et je vais vous en mettre un, et vous allez pouvoir essayer. En gros, il va y avoir 8 balles de tennis. Il y en a 8 elles sont jaunes, il y en a 4 qui deviennent rouges, donc vous pouvez les repérer. Et là, on va demander aux sportifs, donc il faut imaginer en 3D.
Donc vraiment, on a l'impression que les balles se déplacent. Et là, vous allez devoir les suivre pendant 5 secondes. Okay, donc je vous laisse essayer ce petit jeu. Donc là, elles vont redevenir jaunes. Vous les suivez. Donc 1, 3, 5, 8. Donc ça c'est un niveau, on va dire, basal. Donc s'il y en a quelques-uns qui ont du mal, chez les sportifs, justement, on les fait travailler là-dessus. Pareil, l'autre intérêt, c'est que ça peut nous montrer un cerveau qui dysfonctionne. C'est-à-dire qu'on a des joueurs, on a eu le cas récemment d'un joueur qui avait été commotionné, enfin en tout cas qui avait eu un traumatisme crânien le samedi. Le lundi, mardi, il était nickel. On avait la pression de l'entraîneur pour dire putain, il a rien, etc. On l'a envoyé voir Romain qui lui a fait passer, qui a mis en fait son cerveau en échec. Et à la fin de la séance, parce que là vous le faites une fois, c'est 3 fois, 20 fois avec des vitesses différentes, etc. Et à la fin le cerveau a fumé. On a déclenché des symptômes, donc du coup ça prouvait bien que finalement son cerveau n'était pas cicatrisé. Donc derrière ça nous aide. Ouais, je me dépêche. Donc pour conclure, les drapeaux rouges, savoir reconnaître une commotion et savoir sortir le joueur, éliminer un traumatisme crânien grave. Si on a un doute, c'est qu'il n'y en a pas. La commotion cérébrale, ce n'est pas une blessure anodine, c'est une blessure silencieuse que le joueur a parfois du mal à intégrer. Important de l'éduquer et surtout une prise en charge multidisciplinaire. Et je rends hommage à mon maître, le docteur Ager, qui m'a toujours dit que sur le terrain, ça ne servait à rien de poser cette question. Mais demander à un commotionné s'il se sent capable de jouer, c'est comme demander à un mec bourré s'il peut conduire, ça ne sert à rien. Donc c'est à nous de prendre les décisions pour le sportif. Voilà, je vous remercie. Oui. Sujet vraiment très intéressant, pas bien connu. Est-ce qu'il y a une question? Une seule? Vous avez été commotionné? Ah oui, au fond. Parle fort. Tiens, viens. Alors, comme d'hab, c'est super dur de te répondre parce que c'est ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas une commotion qui est pareille. On a les délais minimums qui sont différents quand c'est des joueurs professionnels ou des joueurs amateurs. Ça vaut ce que ça vaut. On considère que, pas que le cerveau est différent, mais que l'encadrement est peut-être un peu plus proche. Chez un joueur pro de rugby, une première commotion, c'est 6 jours minimum. Je parle de durée minimale. 6 jours. Une deuxième commotion dans les 12 mois, c'est 3 semaines. Une troisième, c'est 3 mois d'arrêt. Après, la différence entre l'effort physique et l'effort cognitif, l'effort physique, très clairement, c'est assez instantané. C'est-à-dire que le mec qui est asymptomatique au repos, si on le fait courir très vite et qu'il ne le tolère pas, très vite, on arrive à le faire sauter. Au niveau cognitif, c'est souvent un peu plus long, c'est plus en fin de journée, c'est un peu plus insidieux. Après, ça dépend vraiment. Il y a des patients qui vont avoir une intolérance à l'effort, d'autres une intolérance au travail plus cognitif. Et notamment, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est tous ces écrans, tout ce travail vraiment où il y a un focus qui est assez difficile à encaisser pour le cerveau.